Merci. Ben, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Je me nomme Amélie Poirier. Je suis conseillère principale à la en communication, à la Société Alzheimer de Montréal. C'est un plaisir pour nous d'avoir cette belle collaboration avec M. Simard ce soir, de vous accueillir pour le webinaire. Je vous ai préparé une courte présentation tout simplement pour vous présenter l'ensemble de nos services. Donc, je vous prépare ça dans un instant. Et voilà, vous devriez bien le voir. Superbe. Donc, voilà. Je vous l'affiche. Et voilà. Donc, la Société Alzheimer de Montréal, si vous venez nous voir à nos bureaux, vous allez voir que c'est la superbe murale qui a été faite spécialement pour nous et qui est sur notre mur tout près de l'entrée. Donc, notre mission, alléger les conséquences sociales et personnelles de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées en offrant des interventions, des soins et des services de soutien de pointe qui ont un impact positif à long terme, le tout sur une approche centrée sur la personne. Donc, qui sont nos clientèles? Bien, tout simplement les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif, que ce soit la maladie d'Alzheimer ou toute autre maladie apparentée, comme vous l'avez lu dans notre mission. Les personnes proches aidantes, que ce soit les conjoints, conjointes, les amis ou les membres de la famille de la personne vivant avec un trouble neurocognitif, ainsi que les professionnels, organisations et le grand public. Nos services s'adressent donc à l'ensemble des professionnels. Je pense principalement à nos formations, à nos webinaires tels qu'on le voit ce soir et à d'autres événements qui pourraient être intéressants aussi pour l'ensemble de nos publics. Donc, les services, ben, ça vous donne un petit éventail de ce qu'on fait au quotidien. Pour les personnes qui vivent avec un TNC, donc trouble neurocognitif, on offre des consultations individuelles, des sessions d'art-thérapie guidée en compagnie d'une art-thérapeute. Ils explorent toutes sortes de, je vous dirais, leurs émotions, mais différents aspects aussi de leur vie au quotidien. Du répit et de la stimulation en centre d'activité ainsi qu'à domicile. Pour les personnes proches aidantes, évidemment, on offre des groupes. J'essaie juste de déplacer ma barre, ne bougez pas. je vous reviens un petit instant. Parfait. Donc, pour les personnes proches aidantes, des groupes de soutien et d'information. On offre également de l'art-thérapie spécialement dédiée aux personnes proches aidantes. Donc, c'est des groupes différents et des consultations individuelles et familiales. Oh, pardon, je suis allée vite un petit peu. Pour les DIAD, en fait, c'est des activités qui sont dédiées autant aux personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif qu'à leurs personnes proches aidantes ou à un membre de la famille qui souhaite les accompagner. Donc, il y a le yoga du rire et le yoga guidé. Éric, le yoga du rire, je pense que tu as eu la chance de l'expérimenter au colloque. Oui, tout à fait. Écoute, c'était génial. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment très C'est agréable. particulier comme activité, mais je pense que ça permet de rassembler les gens puis d'expérimenter quelque chose de nouveau. Voilà. On offre également des ateliers de danse créative en compagnie des grands ballets canadiens, ainsi qu'une activité fil d'art avec le Musée des beaux-arts de Montréal, ainsi que des récits de voyage qui permettent la réminiscence à la bibliothèque de Westmount. Du côté des professionnels et du grand public, évidemment, il y a plusieurs formations et ateliers qui sont offerts, tout un programme d'activités, des conférences publiques, ainsi que le colloque annuel de la famille Barclay, qui est un événement qui s'adresse spécifiquement aux professionnels de la santé. Alors voilà, je vous laisse nos coordonnées. Vous avez notre adresse, numéro de téléphone et adresse courriel, toute simple pour nous joindre si vous en avez besoin. J'arrête mon partage pour vous présenter notre conférencier de ce soir. Donc, M. Simard est docteur en biologie, chercheur sur la longévité cellulaire, auteur de 4 livres. Il est à l'origine de la découverte de 21 nouveaux agents gérosuppresseurs, molécules, donc ce sont des molécules qui ralentissent le vieillissement, avec l'Université Concordia. Il est président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Il fut pendant plus de 10 ans le président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le Bureau du Québec. Il est membre de la Commission de l'éthique en sciences et technologies
ainsi que président de l'entreprise Idun Technologies. Il anime également les émissions de télévision La santé autrement. J'aimerais vous préciser d'utiliser la boîte à questions Q&A, donc Q&A, pour poser vos questions tout au long du webinaire et nous allons prendre le temps d'y répondre à la fin. Donc, Éric, à toi la parole. Ah, fantastique. Bonjour Amélie. Merci bien. Donc, bonjour tout le monde. Bonsoir, en fait. Ce soir, bien sûr, on va parler de prévention. Donc, regardez bien, je vais vous partager mon écran à l'instant pour me permettre d'utiliser ma présentation. Ici, voilà. On va la mettre en mode présentation. Donc, Alzheimer et troubles neurocognitifs, l'état de la science sur la prévention. Donc, on va faire un tour d'horizon de tous les aspects. J'ai essayé de regrouper tous les aspects les plus importants. Donc, il faut prendre en considération, qui est possible, en fait, de prendre en considération dans le cadre de la prévention, à la fois des troubles neurocognitifs de façon générale, mais aussi pour la maladie d'Alzheimer, bien sûr. Donc, en démarrant, juste une petite déclaration et conflit d'intérêts. Comme mentionné tout à l'heure par Amélie, je suis président de l'entreprise Idun Technologies qui commercialise les suppléments Vitali et Base. Je suis un administrateur du Centre Axis aussi, qui est un organisme à but non lucratif en santé intégrative ici au Québec. Je suis le président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative et toutes les informations présentées sont supportées par des données probantes de la littérature scientifique qui vont être rapportées en référence à la fin de la conférence. Et je vais bien sûr être disponible pour répondre à vos questions. On vous invite à les écrire dans la boîte à questions-réponses que vous avez au bas de votre écran. Donc, à la fin, je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, durant la présentation, je vais vous parler du cerveau, du fonctionnement du cerveau, de qu'est-ce que c'est que les troubles neurocognitifs et des facteurs de risque. Tout ceci pour nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, quels sont les trucs qui peuvent prévenir, et puis mieux comprendre pourquoi ils peuvent prévenir, en fait. Qu'est-ce qu'il faut essayer de prévenir pour réduire nos risques de troubles neurocognitifs ou de développement de la maladie d'Alzheimer. Donc, premièrement, le fonctionnement du cerveau. Le cerveau, c'est de la chimie. Il faut comprendre que c'est vraiment de la chimie. C'est des échanges de petites molécules chimiques qui permettent les communications entre les différents neurones, les différentes régions du cerveau. Donc, c'est un équilibre des messagers chimiques en question qui est modifié constamment. Le sommeil va permettre de rétablir, en fait, les équilibres en neurotransmetteurs. C'est important de le comprendre. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure, parce que je vais reparler, en fait, du sommeil en lien avec les facteurs de risque. C'est un organe fragile qui est protégé par le crâne. Donc, le cerveau est vraiment très mou, très fragile. Et il va avoir tendance à durcir en vieillissant. Et il est parsemé de petits vaisseaux sanguins. Ici, vous avez en fait des sections reliées aux différentes parties du cerveau en lien avec les différents types de mémoire, parce qu'on a différents types de mémoire. Je voudrais attirer votre attention sur deux types de mémoire en particulier. La mémoire des connaissances et des savoirs et la mémoire épisodique. Donc, les points 3 et 4, si vous regardez comme il faut, en fait, là, dans l'image que vous avez, sont entre autres regroupés au milieu du cerveau dans un demi-cercle rouge, en fait, qu'on appelle l'hippocampe. Et c'est une région du cerveau qui va être affectée en premier lieu, entre autres par la maladie d'Alzheimer, due à un élément très particulier là, de l'entrée du sang au niveau du cerveau. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Donc, ces deux éléments-là de mémoire, donc la mémoire épisodique, la mémoire des connaissances et des savoirs, qui vont être affectés en premier par la maladie habituellement, qui vont, entre autres, présenter des symptômes. Si on continue au niveau du cerveau, un élément intéressant à comprendre aussi, c'est que le cerveau utilise une très, très grande quantité d'énergie. Donc, c'est 20 à 25 de toute notre énergie qu'on consomme tous les jours qui va être transformée, utilisée par le cerveau, ce qui va amener aussi une très grande production oxydative. Donc, les molécules oxydantes, si vous voulez, c'est un peu la rouille du monde vivant. C'est des molécules qu'il faut essayer justement de contrôler, de neutraliser à l'aide d'antioxydants. Donc, je vais vous revenir tout à l'heure, ça va faire un lien aussi avec la raison pour laquelle l'alimentation a autant d'importance sur la réduction des risques. Donc, cette oxydation-là va être directement reliée aussi à la production d'inflammation, et le cerveau est un organe qui a de la difficulté avec l'inflammation. Donc, ce n'est pas un organe qui est fait, en fait, pour vivre de l'inflammation. Il présente un plus grand besoin en antioxydants, donc dû à la très grande consommation, transformation d'énergie, et il est particulièrement sensible à la résistance à l'insuline.
Donc, une image vaut 1000 mots. Vous avez une image ici macroscopique du cerveau. C'est juste pour vous souligner à quel point on a beaucoup de petits vaisseaux sanguins qui parcourent le cerveau. Donc, même si c'est une image macroscopique, vous voyez très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits vaisseaux sanguins. Imaginez-vous si on le regardait maintenant, grossi quelquefois, on verrait qu'à tous les espaces blancs que vous voyez sont parsemés de petits vaisseaux sanguins partout, 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 partout. Donc, c'est important à prendre en considération pour comprendre aussi pourquoi on a certains facteurs de risque qui vont affecter le cerveau, pourquoi le cerveau est très fragile, entre autres, aux variations de pression sanguine. Donc, je vais y revenir tout à l'heure, c'est un élément très important. Donc, dans le cerveau, vous retrouvez des neurones. Ici, je ne passerai pas en revue les différentes sections avec vous, tout simplement, des neurones. C'était juste pour vous montrer de quoi a l'air un neurone et souligner le fait qu'en fait, que vous avez à chaque neurone un très grand nombre de terminaisons synaptiques qui sont en fait des sites de relargage de molécules, comme celui que vous voyez dans le cercle en haut de l'écran, où on va avoir des neurotransmetteurs qui vont être relargués par une terminaison nerveuse qui va aller se lier en fait, à des récepteurs sur la membrane d'un autre neurone. Et c'est comme ça qu'on a la communication entre d'un neurone à l'autre qui va permettre très, très rapidement toutes les fonctions du cerveau. Donc, y compris justement, comme par exemple le fait d'être capable de vous parler ou le fait d'être capable de synchroniser des éléments, de se déplacer, de bouger, etc. Donc, le fonctionnement du cerveau repose sur les petits messagers chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Deux éléments extrêmement importants dans la maladie d'Alzheimer, vous en avez probablement déjà entendu parler. Ici, c'est des images qui nous viennent, entre autres, de l'Université McGill. Donc, c'est des protéines structurelles particulièrement importantes, les protéines Tau qui sont intracellulaires et la protéine bêta-amyloïde qui est extracellulaire. Je vais vous en parler un peu, en fait, parce que c'est quand même bien important aussi au niveau des facteurs de risque, au niveau des facteurs de prévention. Donc, les protéines Tau ont un rôle à jouer dans ce qu'on appelle les microtubules. C'est des petits tubes qui parcourent nos neurones à l'intérieur en tant que tel des cellules qui vont permettre d'acheminer, on appelle ça le chemin de fer des neurones, parce que ça va permettre d'acheminer un paquet d'éléments, dont les éléments nutritifs, en fait, qui vont se déplacer à l'intérieur des neurones. C'est des cellules qui peuvent être très, très longues dans le corps humain et qui vont permettre d'acheminer donc autant des éléments nutritifs que de sortir des déchets, d'apporter un rôle important, en fait, sur tout ce qui est nécessaire pour bien faire fonctionner les cellules. Donc, c'est vraiment un chemin de fer, si vous voulez. Le problème avec les protéines Tau, c'est des protéines structurelles, donc qui permettent aux microtubules de garder sa forme. On peut avoir des problèmes en tant que tel avec ces protéines-là qui vont amener un dérèglement de la structure des microtubules qui vont se défaire et là, on va avoir de l'agglomération de ces protéines-là de structure qui vont donner donc des agrégats de protéines Tau. Et donc, on va y revenir. Ils sont en cause dans le développement de la maladie d'Alzheimer. De la même façon, l'autre type de protéine que je vous montrais tout à l'heure, en fait, c'est la protéine bêta-amyloïde. Donc, c'est une protéine qui est extracellulaire. Donc, la protéine Tau de tout à l'heure est à l'intérieur des cellules. Celle-ci est à la surface en tant que telle de la membrane. Elle vient sous forme d'un précurseur qu'on appelle l'APP, qui est une composante normale de l'extrémité des synapses, qui a des rôles biologiques à jouer en tant que tel. Donc, c'est une composante tout à fait normale. Le problème, c'est que c'est une protéine qui va être coupée en fragments, des fragments de différentes grandeurs, de 32 à 42 acides aminés. La raison pour laquelle, en fait, j'ai mis en rouge le fragment de 42 acides aminés, c'est que c'est lui particulièrement qui est responsable, en fait, de l'agglomération, de la formation des plaquettes bêta-amyloïdes, qui ont un rôle à jouer aussi dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est un processus qui a un grand rôle à jouer dans la défense en tant que tel, le fonctionnement du système immunitaire, entre autres en lien avec le cerveau, la défense de l'organisme, mais aussi dans le développement neuronal en tant que tel. Donc, les problèmes proviennent lorsqu'on a la formation de plaques bêta-amyloïdes, où là, ces protéines-là vont s'agréger, ce qui va causer, entre autres, de l'inflammation et de l'oxydation et de la mort cellulaire, malheureusement. Donc, bien sûr, vous avez peut-être entendu parler dans la dernière année qu'il y avait un débat, en fait, parce que leur rôle fait l'objet de débats importants. Entre autres, on a souligné que dans les résultats de recherche dans le passé des protéines bêta-amyloïdes, certains résultats auraient été trafiqués carrément, possiblement par des chercheurs. Ça fait quand même longtemps qu'il y avait des doutes en tant que tel sur le rôle de la protéine bêta-amyloïde, parce qu'entre autres, on sait qu'il y a des personnes sans symptômes qui ont des grandes quantités de plaques bêta-amyloïdes, en fait, au niveau du cerveau. Donc, ça avait déjà été observé
Donc, pourquoi des gens auraient une grande quantité de plaques bêta-amyloïdes puis n'auraient pas développé en tant que tel la maladie d'Alzheimer? Il y a une synergie entre les deux types de protéines qui pourraient être en cause. Donc, c'est possible qu'il faudra avoir les deux phénomènes pour peut-être être atteint pour développer la maladie d'Alzheimer, mais il y a d'autres mécanismes aussi qui pourraient expliquer la maladie, soit un dysfonctionnement de la gestion des déchets, la sortie des déchets, en fait, au niveau du cerveau, donc ou le fonctionnement, entre autres, des cellules souches de la microglie. Les microglies qui sont des cellules très particulières au niveau du cerveau, qui sont en lien aussi avec la production d'inflammation. Ça pourrait venir aussi du mauvais transport des oméga-3, surtout chez les gens qui sont porteurs du gène de l'APOE4. En fait, on va en reparler tout à l'heure. Et ou des problèmes, en fait, reliés à l'oxydation au niveau du cerveau. Donc, gardez une image, là, parce que ça va vous permettre de mieux comprendre peut-être qu'est-ce qui se passe dans le développement de la maladie d'Alzheimer, puis comment on peut agir aussi pour prévenir. Le cerveau, c'est un peu comme une ville qui va être alimentée par des autoroutes, entre autres avec les vaisseaux sanguins, avec des routes régionales qui sont des plus petits vaisseaux, des routes de quartier, des cours d'usine et une très forte demande énergétique. Donc, gardez ça en tête. Là, je vais reprendre l'exemple tout à l'heure, en fait, pour vous faire une belle image sur le cerveau, en fait, et le développement des troubles neurocognitifs. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par trouble neurocognitif? En fait, la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est que c'est une détérioration qui porte sur la mémoire, le raisonnement, l'orientation, la compréhension, l'aptitude à calculer, la capacité d'apprentissage, le langage et le jugement. Donc, c'est quand même assez général comme définition. Moi, je vous dirais que si vous voulez une définition simplifiée, c'est la mienne. Les troubles neurocognitifs, c'est des problèmes cognitifs qui réduisent notre capacité à profiter de la vie de tous les jours. Pour faire aussi simple, c'est ça en tant que tel. Et ça englobe énormément de problèmes de différents types, en fait, de troubles neurocognitifs, dont 60 à 80 seraient des cas d'Alzheimer. La raison pour laquelle la braquette de 60 à 80 est quand même grande dans l'énoncé, c'est qu'il y a encore beaucoup de doutes même sur les diagnostics de maladie d'Alzheimer. C'est très difficile, c'est pas toujours très clair que c'est vraiment un cas de maladie d'Alzheimer. Ça peut être un autre type, en fait, de troubles neurocognitifs, des fois qui peut être responsable des mêmes types de symptômes. Donc, les troubles neurocognitifs, entre autres, les plus importants après la maladie d'Alzheimer seraient les troubles neurocognitifs vasculaires, qui est la deuxième plus fréquente qu'on va retrouver. Et dans le doute, toujours consulter. Là, il faut faire attention, qu'est-ce qui est un doute en tant que tel? C'est une question qui est souvent posée. Là. Ne vous inquiétez pas pour des pertes de mémoire occasionnelles. Une image intéressante, en fait, que je retiens d'un de mes amis, Richard Abel, entre autres, il me disait que, bon, les problèmes cognitifs, perdre nos clés, c'est pas quelque chose d'inquiétant. De ne pas se rappeler que c'est nos clés ou de ne pas se rappeler à quoi ils servent, ça, c'est inquiétant. Et dans des doutes de ce type-là, mieux vaut toujours, en fait, consulter. Qu'est-ce qui peut être inquiétant, en fait, comme autre type de symptômes? Ben, une mère de famille qui a toujours très bien cuisiné, qui du jour au lendemain, tout d'un coup, tout ce qu'elle cuisine n'est pas mangeable, ça, c'est très inquiétant. Quelqu'un qui sert l'affaire à repasser dans le frigidaire, ça, c'est inquiétant. Donc, c'est des éléments de ce type-là, en fait, qui sont beaucoup plus inquiétants que juste une question de trouble de mémoire, là, qui, lui, peut être occasionné par du stress, de la fatigue ou d'autres types de situations qui peuvent être dures à vivre, là, de la déprime, entre autres. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter pour les troubles de mémoire occasionnels. Maintenant, les troubles neurocognitifs, en fait, c'est une incidence qui pourrait tripler d'ici 2050. C'est vrai pour beaucoup de régions du monde. Je vous ai amené un graphique qui présente un état, en fait, global, en fait, sur la Terre entière. Mais il y a déjà des études qui ont montré qu'au Canada, on va vivre une augmentation là, de 250 à 300 des cas au cours des prochaines années, qui est due principalement au vieillissement de la population. Au Canada, on est une des populations dans le monde, avec le Japon, qui vit en fait l'effet de la pyramide inversée la plus importante au niveau de la population. Donc, on est un des endroits où les bébés boomers vont arriver en fait à 65 ans et plus et vont avoir peut-être un gros impact justement sur le vieillissement de la population. On a passé, même il y a quelques années déjà, le point où, à partir duquel on avait plus de gens de 65 ans et plus dans la population que de gens de 15 ans et moins. Donc, ça donne un ordre d'idée. Donc, on va avoir de plus en plus de troubles. En fait, l'incidence va augmenter. Le nom de la maladie d'Alzheimer vient, bien sûr, d'un médecin allemand en 1907 qui a décrit, en fait, la première fois le phénomène, qui a décrit la dégénérescence nerveuse au niveau du cerveau, donc qui atteignait différentes parties du cerveau, mais en premier, le siège de la mémoire et de la réflexion structurée.
en lien avec l'hippocampe que je vous ai montré tout à l'heure, je vais y revenir. Et graduellement, ça s'étend en fait de façon plus globale et plus profondément au niveau du cerveau. Quand on parle d'incidence, on parle d'environ 10 à l'âge de 65 ans, ça peut aller jusqu'à 32 à partir de aller à l'âge de 85 ans et plus. Aux États-Unis, on estime que c'est 5,7 millions de personnes qui sont touchées par la maladie. Au Canada, normalement, au Canada, on a 10 fois moins de population. On devrait donc avoir environ 570 000 cas. Les données étaient plus aux environs de 400 000, 420 000. Ça veut dire qu'au Canada, on serait un petit peu moins affecté qu'aux États-Unis même par l'Alzheimer et les troubles neurocognitifs en vieillissant. C'est probablement une question d'habitude de vie. En fait, là, on a peut-être encore des habitudes de vie un peu plus saines que nos voisins du Sud. Ceci étant dit, maintenant, les facteurs de risque, qu'est-ce qui pourrait, dans les habitudes de vie, entre autres, amener des risques, mais aussi même au niveau de la génétique. Donc, quand on parle de facteurs de risque, souvent, c'est la génétique qui va attirer le plus l'attention, ou en premier lieu, en fait, qui va susciter le plus de réactions. Bon, il faut savoir qu'on a des gènes, vous avez ce qu'on va appeler soit la forme sporadique ou la forme familiale. La forme familiale est une forme, donc, qui viendrait d'un historique génétique tout simplement familial. La forme sporadique, c'est une forme, en fait, qui apparaît, qui ne serait pas nécessairement reliée à notre génétique. Donc, dans les gènes qui peuvent causer la maladie, parce que vous avez des gènes qui peuvent causer la maladie, puis vous avez des gènes qui peuvent augmenter les risques de développer la maladie. C'est deux choses différentes. Dans les gènes qui peuvent causer la maladie, ça va être des gènes qui vont être reliés soit justement aux protéines amyloïdes ou soit aux protéines tau. Ici, j'ai mis des informations juste pour vous souligner un élément au niveau de la génétique qui n'est vraiment pas évident. C'est que les gènes reliés au risque sur les protéines amyloïdes, on va en retrouver sur 3 différents chromosomes, le chromosome 21, 14 et 1, tandis que les gènes reliés à la protéine tau, on va les retrouver sur le chromosome 17 avec 6 cadres de lecture différents. Donc ça, c'est des gènes qui peuvent être causales dans la maladie, donc qui peuvent être reliés directement à la cause première du développement de la maladie. C'est 5 à 7 des cas d'Alzheimer qui seraient dus, en fait, à des gènes qui sont causaux. Donc, d'un autre côté, vous avez des gènes qui augmenteraient les risques avec celui qui est le plus connu. Puis là, on parle d'une vingtaine, il y en aurait beaucoup plus que ça. En fait, dernièrement, il y a une étude qui a été publiée qui nous dirait qu'il y a possiblement quelque chose comme 75 gènes qui pourraient être impliqués dans les risques de développer la maladie. Et quand on parle, entre autres, donc, de lui qui est plus connu, c'est l'APOE4 qui est sur le chromosome 19. La raison pour laquelle je vous mentionnais les chromosomes, là, c'est que là, je viens de vous mentionner les plus importants sont tous sur des chromosomes différents. On en a 23 paires de chromosomes, en fait, qui contiennent notre matériel génétique. C'est juste pour vous, et on reçoit toujours un chromosome, une copie d'un des chromosomes de notre mère, l'autre copie de notre père. Donc, ça veut dire, en fait, que d'un point de vue génétique, il y a une très, très grande variation, finalement, dans les risques des gènes qu'on peut recevoir. Il y a beaucoup de gènes impliqués. Dans les plus importants, sont tous sur des chromosomes différents. Donc, ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un dans votre famille l'a eu, vous allez nécessairement avoir les mêmes facteurs de risque. Ça serait extrêmement un coût vraiment de malchance énorme d'avoir exactement les mêmes facteurs de risque que la personne qui l'a eu dans votre famille, parce que génétiquement, on ne transférera pas tous les mêmes chromosomes. Donc, au niveau de la l'APOE4, c'est un gène qui code pour des transporteurs lipidiques sanguins. Donc, c'est un gène qui va augmenter aussi de beaucoup les risques de maladies cardiovasculaires. Avoir une copie va augmenter de 3 à 4 fois vos risques, vos chances de développer la maladie d'Alzheimer. 2 copies vont augmenter de 11 fois les risques de développer la maladie d'Alzheimer. Ici, petite parenthèse, parce que je n'en reparlerai pas plus loin, je vais vous glisser un petit mot sur les oméga-3, mais il y a plusieurs hypothèses, en fait, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, qui semblent se confirmer. Là, en fait, ça semble être intéressant, c'est que les porteurs même de 2 copies de l'APOE4, c'est possible qu'avec des doses beaucoup plus élevées d'oméga-3, c'est possible que la problématique vienne entre autres du transport des oméga-3 au niveau du cerveau. Et donc, ce serait peut-être possible de réduire énormément leur risque par la prise d'oméga-3 chez les gens, en fait, qui sont porteurs du gène de l'APOE4. Donc, ceci étant dit, c'était une petite parenthèse. C'est une hypothèse, en fait, qui est émise depuis quand même longtemps, qui semble se confirmer au cours des dernières années. Donc, pour revenir sur la question des génétiques, des facteurs génétiques de la forme sporadique ou familiale, il faut savoir que 25 des cas d'Alzheimer seraient reliés, auraient une copie de l'APOE4, 2 des cas auraient 2 copies de l'APOE4, et environ 30 des cas seraient de dépendance génétique. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel?
Ça veut dire que 70 des cas d'Alzheimer ne sont pas de dépendance génétique. Et même si on parle de dépendance génétique dans des cas, ça ne veut pas dire que c'est une obligation nécessairement de développer la maladie. Ça veut dire que ces gens-là ont un risque plus élevé de la développer. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont la développer. Ça veut dire que s'ils ne veulent pas la développer, il faut qu'ils fassent encore beaucoup plus attention que la moyenne de la population sur l'ensemble des facteurs de risque que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, dans la population, en passant, juste le gène de la POA4 en tant que tel, on va retrouver de la POA2, de la POA3 et de la POA4. Donc, c'est des gènes différents. La POA2 réduit les risques. On a 51 de la population qui sont porteurs de la POA2. On a toujours 2 copies du gène. Donc, soit on peut avoir 2 copies du même gène, ou on peut avoir 2 copies de 2 gènes différents. 80 de la population a la POA3 qui n'a pas d'impact, et 15 de la population a la POA4 qui, elle, augmente les risques. Le sexe a aussi une importance. Bien sûr, il y a beaucoup plus de femmes qui développent la maladie d'Alzheimer que d'hommes. Donc, on parle de 65 à 75 des cas qui seraient des femmes. Au niveau des facteurs génétiques, si vous avez un membre de votre famille proche qui est atteint, oui, ça augmente vos risques. On va même dire que ça va augmenter vos risques de 30 Mais le 30 c'est l'augmentation du risque relatif. Ce n'est pas que vous avez 30 de risque de développer la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas ça du tout. Donc, par exemple, si on prend une personne de 65 ans, vous avez 2 par année de risque à 65 ans de développer la maladie d'Alzheimer. Bien là, si vous avez des membres de votre famille qui ont développé la maladie, ça veut dire que vous avez 30 plus de risque, ça vous amène à 2,6 par année au lieu de 2 Même chose, en fait, à 70 ans, c'est 5 de risque par année, ça vous amène à 6,5 de risque par année. Donc oui, il y a une augmentation des risques si vous avez des membres de votre famille. Ça ne veut même pas dire que c'est génétique en passant. Parce qu'on sait qu'une partie de ce risque-là vient aussi du fait qu'habituellement, on a tendance à vivre, à avoir les mêmes genres d'habitudes de vie que les gens de nos familles. Puis si c'est les habitudes de vie qui sont en cause dans le développement de la maladie, bien, vous avez plus de risques d'avoir le même genre d'habitudes de vie, puis que ça augmente aussi vos risques. Donc, ce n'est pas nécessairement non plus la génétique ici qui rentre en ligne de compte. Donc, se faire tester pour les facteurs de risque, est-ce que ça peut valoir la peine? Est-ce que ça peut être intéressant? En fait, je vais vous dire qu'est-ce que moi j'en pense après. Juste ici, 2 éléments de réflexion. 70 ans et plus sans maladie d'Alzheimer, on a environ 15 des gens de la population qui ont 1 ou 2 copies de la POA4 et qui n'ont pas développé en tant que tel la maladie d'Alzheimer. 70 ans avec la maladie d'Alzheimer, on a beaucoup de gens atteints qui n'ont aucun gène de risque. Donc, qu'est-ce que ça nous dit en tant que tel, les facteurs de risque? Oui, ça peut peut-être nous amener une information de dire qu'on devrait faire encore plus attention parce qu'on est une personne qui peut être plus à risque. Si vous avez besoin d'un élément de ce type-là pour vous motiver à changer vos habitudes de vie, vous motiver à faire plus d'efforts, mettre toutes les chances de votre côté, bien, dites-vous tout simplement que vous les avez, les facteurs de risque, puis n'allez pas vous faire tester. Parce qu'une chose est sûre, si vous allez vous faire tester, puis vous êtes porteur de certains facteurs de risque, bien, automatiquement, vous allez avoir une augmentation de votre stress, en fait, de vos craintes. Vous risquez d'avoir des problèmes de sommeil. Ça va augmenter vos risques tout simplement de savoir que vous étiez à risque. Donc, techniquement, moi, ce n'est pas quelque chose que je conseille. Je ne pense pas nécessairement que c'est une bonne idée de le savoir en tant que tel. Je pense qu'on est mieux si on est concerné, qu'on a des craintes, parce qu'il y en a beaucoup de cas dans notre famille, de considérer tout simplement qu'on en a des facteurs de risque, puis de faire les efforts pour mettre toutes les chances de notre côté pour les réduire. Donc, qu'est-ce que sont en tant que tel ces facteurs de risque-là? La pression sanguine serait le premier facteur de risque qui serait le plus important. 35 des cas seraient reliés. Donc, tout à l'heure, quand je vous ai parlé des petits vaisseaux sanguins dans le cerveau, je vous ai parlé aussi de l'hippocampe en tant que tel. C'est que le cerveau est alimenté, en fait, au niveau du cou, par une grosse artère au niveau du cou qui va passer juste à côté de l'hippocampe, justement, et qui va amener donc le sang en grande quantité qui, par la suite, va être réparti à l'intérieur du cerveau. Donc, la région de l'hippocampe en particulier est à proximité donc, des grands vaisseaux sanguins qui vont être exposés à des grosses variations de pression sanguine. Et c'est documenté déjà que ces augmentations de pression peuvent être si puissantes qu'elles vont affecter les tissus cérébraux et endommager l'irrigation de certaines zones impliquées dans les processus de la mémoire. Donc, si on a des variations de pression artérielle, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau est un organe très mou qui n'a rien pour protéger les vaisseaux sanguins. Donc, si on a une grosse augmentation de pression, automatiquement, vous avez des petits vaisseaux sanguins qui vont éclater. Si vous avez des petits vaisseaux sanguins qui vont éclater, tout à l'heure, j'ai mentionné que le cerveau consomme énormément d'énergie. Quand le cerveau manque d'énergie, automatiquement, vous avez des neurones qui vont mourir. Le cerveau est très, très peu résistant au manque d'oxygène puis le manque d'énergie en tant que tel. Donc, si vous avez des régions du cerveau qui manquent de sang,
parce qu'il y a des petits vaisseaux sanguins qui éclatent, automatiquement, vous allez avoir un noyau qui va se créer de cellules qui vont mourir. Et tranquillement, le noyau risque de grossir tout simplement, puis de se répandre et de causer donc des troubles neurocognitifs. Donc, la pression artérielle est réellement, probablement, le facteur de risque le plus important, qui est aussi un facteur qu'on peut surveiller. Donc, la pression artérielle, en vieillissant, doit être surveillée puis doit être régulée pour qu'on reste à l'intérieur, justement, de secteurs qui sont acceptables, qui sont sans risque, en fait, pour la réduction des risques, entre autres, de maladies cardiovasculaires. C'est les mêmes facteurs qui vont réduire les risques aussi de troubles neurocognitifs ou de développement de la maladie d'Alzheimer. Si on continue dans les autres facteurs de risque, étant donné ce que je viens de vous dire au niveau des vaisseaux sanguins du cerveau, puis l'importance de l'irrigation au niveau du cerveau, de l'apport de l'oxygène puis des éléments nutritifs, tous les facteurs cardiovasculaires vont être importants aussi. Parce qu'il faut comprendre que si, comme dans l'image que vous voyez ici, vous avez un vaisseau sanguin qui se bloque aussi, vous allez avoir une région du cerveau qui va manquer d'oxygène, qui va manquer d'éléments nutritifs, puis automatiquement, les neurones vont mourir très rapidement. Donc, ceci étant dit, tous les autres facteurs donc, de maladies cardiovasculaires comme le cholestérol, la sédentarité, l'obésité, l'inflammation, la gestion du glucose en tant que tel sont des facteurs de risque aussi de développer des troubles neurocognitifs ou de la maladie d'Alzheimer. Un exemple fort intéressant, en fait, 2147 participants âgés de 60 ans et plus suivis pendant 12 ans. Donc, c'est un élément très général de santé qui nous fait beaucoup réfléchir à l'importance de la santé cardiovasculaire comme indicateur. Une fréquence cardiaque au repos de 80 battements par minute ou plus est associée à un risque de troubles neurocognitifs accru de 55 comparativement à une fréquence cardiaque de 60 à 69 battements par minute. Personnellement, moi-même, quand je suis assis au repos, je descends à 55, 54, 55 en tant que tel. Donc, votre fréquence cardiaque au repos est un très, très bon indicateur de votre niveau de santé générale, votre niveau de santé cardiovasculaire. Est un très bon indicateur de vos risques aussi de développer donc des troubles neurocognitifs en vieillissant ou de la maladie d'Alzheimer. Et cet élément-là est toujours significatif, même en considérant les facteurs confondants. Donc, les facteurs confondants, en fait, en sciences, peuvent venir, entre autres, comme par exemple du niveau d'éducation de la personne, du type d'alimentation que la personne a là, de son niveau d'activité physique journalier. Donc, en fait, cet élément-là, malgré les facteurs confondants qui peuvent être pris en ligne de compte, est toujours quand même significatif. Au niveau de la gestion du glucose par le cerveau, en fait, je vais en reparler tout à l'heure, mais je l'ai mentionné, le cerveau consomme énormément d'énergie. Donc, si le cerveau développe, entre autres, de la résistance à l'insuline, de la difficulté à gérer en tant que tel le glucose, les variations de glucose, malheureusement, il va y avoir un problème au niveau du cerveau de manque d'énergie parce que la première source d'énergie du corps humain, en fait, c'est le glucose. On connaît maintenant, depuis quelques années, le fait que le cerveau est capable de très, très bien utiliser les cétones. Donc, ce sont des molécules qu'on va produire par la transformation des graisses, tout simplement. Donc, d'où le nom de l'alimentation cétogène, qui est une alimentation qui est très riche en graisse, très, très faible en glucides, va obliger le corps à produire des cétones, tout simplement, comme source d'énergie. Et le cerveau est capable d'utiliser les cétones. Donc, ça, c'est un élément quand même intéressant à tenir en ligne de compte dans le développement de la maladie, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui portent actuellement sur la question, là, pour amener une nouvelle source d'énergie chez les gens qui sont en train de développer, entre autres, la maladie d'Alzheimer, et des travaux, entre autres, qui ont lieu à l'Université de Sherbrooke avec Stephen Koenig. Donc, qui travaille beaucoup sur la question. Donc, si on développe de la résistance à l'insuline, on ne sera plus capable d'utiliser le glucose. Le cerveau va devoir se pencher vers d'autres sources d'énergie. C'est la raison pour laquelle le laboratoire de Stephen Koenig travaille beaucoup avec la prise de cétone exogène, dont, entre autres, le MCT, en fait, qui provient de l'huile de coco. Donc, comprenez bien une chose ici, là. Le MCT de l'huile de coco ne va pas nécessairement prévenir la maladie d'Alzheimer. Si vous n'êtes pas en train de la développer, que vous ne l'avez pas développée en tant que telle, vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez pas nécessairement de raison d'en prendre en tant que tel du MCT, ça ne va pas nécessairement prévenir la maladie d'Alzheimer. Les gens qui sont en train de la développer, cependant, si le cerveau a développé de la résistance à l'insuline, là, ça prend une autre source d'énergie. Les cétones peuvent être quelque chose de fort intéressant, en fait, pour maintenir la source énergétique et l'apport énergétique, étant donné que le cerveau consomme énormément d'énergie. Il faut savoir que les facteurs de risque, en fait, sont cumulatifs. Donc, plus vous en avez, plus le risque est important. Tantôt, vous allez voir, en fait, je vais vous montrer dans l'autre sens, toute la réduction des risques qui est possible de faire avec les saines habitudes de vie. Donc, dans les autres facteurs, il y a l'isolement, le tabagisme. Pourquoi le tabagisme en particulier? En passant, mon père est décédé de complications suite à un AVC
qui fort probablement est relié au tabagisme, en fait, parce que le tabagisme va durcir les artères au niveau du cerveau, qui va faire en sorte que si les vaisseaux sanguins sont moins flexibles, ils vont éclater plus facilement suite à des variations de pression sanguine. Vous allez avoir beaucoup plus de risques d'AVC et de risque de développer des troubles neurocognitifs et de l'Alzheimer. Donc, la dépression est aussi un facteur de risque important, les blessures à la tête, comme ça a été le cas, entre autres, chez les footballeurs, une mauvaise alimentation et la prise de certains médicaments, dont des somnifères. Tout le groupe des benzodiazépines sont très bien documentés. Pour les autres types de médicaments qui peuvent augmenter les risques, je vais en reparler tout à l'heure, ils font partie du groupe de ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'acétylcholine, en fait, les inhibiteurs sévères, en fait. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, pour reprendre l'image en tant que telle, avec les facteurs de risque, pour reprendre l'image de la ville, le cerveau, c'est un peu comme une ville. Quand on a développement de la maladie d'Alzheimer ou des troubles neurocognitifs, c'est que les routes vont se briser. Entre autres, comme par exemple, dû à la pression artérielle. Donc, ce qui va empêcher les camions de se rendre en ville pour apporter, en fait, les éléments nutritifs, apporter tout ce qu'on a besoin pour maintenir un fonctionnement sain, en fait, de nos bâtiments. La résistance à l'insuline, c'est comme si les portes étaient barrées ou qu'on était dans une crise du verglas. On n'est plus capable de rentrer les sources d'énergie. Les protéines tau, les protéines bêta-amyloïdes, c'est comme si on avait de l'accumulation de déchets qui va finir par nuire au bon fonctionnement de la ville parce qu'on est encombré tout simplement. C'est exactement ça qui se passe. Ça finit par causer en fait de l'inflammation puis de l'oxydation. Et l'inflammation est une tornade. C'est comme si on avait une tornade, tout simplement, qui va accentuer le reste de toutes les autres problématiques. Donc, ça va déjà très mal. Puis en plus, on a une tempête incroyable, en fait, qui va nous empêcher de venir agir, essayer de sauver le reste de la population. C'est un peu ce qui se passe en tant que tel au niveau des facteurs de risque dans le développement des troubles neurocognitifs ou de la maladie d'Alzheimer. Donc, comment on fait maintenant pour prévenir, pour empêcher ça? Ici, juste un petit élément pour vous mentionner rapidement, vous faire réaliser une chose. Le fait de ne pas avoir de maladie, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes en santé en passant. Donc, la santé, c'est beaucoup plus que l'absence de maladie. Habituellement, actuellement, l'espace d'intervention de notre système de santé, c'est les 3 derniers points de ma diapositive. Ici, c'est une image en passant que j'ai produite pour les émissions. On vous a mentionné au début, en fait, que j'anime les émissions La santé autrement, des émissions de santé intégrative. Donc, ça fait réaliser, dans le fond, qu'on va intervenir soit si vous avez des symptômes, si vous développez une maladie ou si vous êtes carrément malade. Vous êtes en train de développer une maladie ou bien vous êtes malade. Avant ça, en tant que tel, on n'interviendra pas nécessairement si vous avez des carences, si vous avez des mauvaises habitudes de vie, si vous avez un mauvais environnement de vie ou encore si vous êtes en santé. Mais il y a même moyen de considérer d'optimiser la santé. Qu'est-ce que je veux dire par optimiser la santé? C'est d'être conscient de certaines facettes qui sont propres à vous, qui pourraient vous amener, comme par exemple les porteurs de la POA4. J'ai mentionné tout à l'heure qu'en consommant plus d'oméga 3, ils pourraient peut-être réduire leur risque justement parce que la problématique pourrait peut-être venir d'un transport des oméga 3 au niveau du cerveau. Donc, si c'est le cas, qu'on finit par se rendre compte que c'est réellement bien démontré, les gens qui sont porteurs de la POA4 vont être en mesure d'optimiser leur santé en prenant beaucoup plus d'oméga 3 que la normale. Donc là, ce n'est pas une question de carence, c'est une question d'aller plus loin que le fait d'être en santé. C'est une question de réduire des risques associés à notre propre génétique ou à notre propre état de santé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour prévenir en tant que tel l'apparition des troubles neurocognitifs de la maladie d'Alzheimer? Selon l'Organisation mondiale de la santé, en pratiquant une activité physique régulière, en ne fumant pas, je parlais du tabagisme tantôt, j'ai expliqué pourquoi, en évitant l'usage nocif de l'alcool, en contrôlant notre poids, en privilégiant une alimentation saine, puis en s'efforçant de conserver une bonne tension artérielle ainsi qu'un taux de cholestérol et de glycémie peu élevé. La raison pour laquelle j'ai mis du vert et du rouge, c'était juste pour vous faire vous souligner le fait qu'on parle de beaucoup de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On parle très peu habituellement de qu'est-ce qu'il faut faire. Vous allez voir, j'ai essayé d'orienter beaucoup les points qui suivent sur qu'est-ce qu'on peut faire en tant que tel, non pas juste qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Parce que ce que je dis habituellement, moi, aux gens, c'est que malheureusement, ce n'est pas en disant aux gens quoi ne pas faire qu'on leur dit nécessairement quoi faire. Donc, j'ai essayé tout simplement d'amener les éléments d'un point de vue positif pour essayer de vous donner des trucs sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et premier élément à considérer, toutes les habitudes de vie ont un impact. Et là, ici, quand je vous dis toutes les habitudes de vie, c'est une image que j'ai amenée, que j'ai créée dans mon premier livre pour expliquer le fait que les gens des populations centenaires, c'est pas sorcier ce qu'ils font. C'est exactement ce que vous avez là. C'est qu'ils sont excellents sur toutes les facettes. Ils sont très bons, autant sur la qualité de l'alimentation puis le fait d'être actif physiquement, que sur la gestion du stress et de l'anxiété dans lesquels j'inclus la qualité du sommeil, et sur la qualité de la vie sociale, qui est aussi un aspect important, je vais y revenir.
Et c'est des gens qui ont une attitude fondamentalement positive envers eux-mêmes et envers la vie. C'est un élément facilitant de l'ensemble des autres facettes. Donc, techniquement, pour réduire les risques, il faut tout faire. Réduire les risques au maximum. Mais regardez bien, je vais essayer de les prendre un à un, en fait, avec vous, pour vous donner des exemples. Ici, un article, c'est juste pour souligner ceux et celles qui pourraient être intéressés. Vous pouvez toujours m'écrire, je pourrais vous l'envoyer, mais c'est en anglais, malheureusement. C'est un article qui nous vient de Michael Nelf, en fait, le médecin allemand qui a écrit un des livres que je vous ai présenté au début. C'est juste que je voulais vous souligner les éléments au milieu de prévention qui sont dans son article scientifique, dans l'image que vous voyez là. Donc, on passera pas toutes les raisons ensemble. C'est juste qu'au milieu, il a souligné le fait que dans la prévention, on devrait s'attarder à nos anciennes façons de vivre comme être humain, qui incluent l'activité physique, le jeûne intermittent, une alimentation très riche en nutriments, une vie sociale de qualité, des liens familiaux tissés serrés, une raison de vivre en tant que tel, un sommeil suffisant et une saine gestion du stress. Donc, c'est exactement les mêmes éléments qui expliquent la grande longévité des gens des populations centenaires, dans lesquelles, entre autres aussi, on a une très faible incidence de la maladie d'Alzheimer et des troubles neurocognitifs. Allons-y plus précisément. Donc, de façon générale, plus on utilise notre cerveau, mieux il est vascularisé, mieux il va sortir les déchets. Vous vous rappelez de mon exemple de la ville de tout à l'heure? Et mieux il va se réparer en tant que tel. Donc, c'est comme si nos routes étaient en plus grande santé, en plus grande forme, si on fait plus d'exercice physique. Donc, l'activité physique va améliorer la circulation sanguine, la santé des mitochondries et le volume de l'hippocampe, qui est le siège, entre autres, en grande partie, le siège de la mémoire. L'activité physique va améliorer les capacités du cerveau et de la mémoire la journée même. Donc, ça, c'est relativement récent comme information, mais c'est quand même fort intéressant, fort pertinent. C'est motivant, tout simplement, de savoir qu'on n'a pas besoin d'en avoir fait pendant des années pour avoir un effet protecteur, un effet positif d'activité physique. Il suffit d'y penser un peu tous les jours. On n'a pas besoin d'être un grand marathonien non plus. En fait, c'est plus d'être actif en tant que tel qui est important et de sentir augmenter votre fréquence cardiaque, votre fréquence respiratoire. Donc, on a déjà, par l'activité physique, une réduction de 50 des risques qui est estimé des troubles neurocognitifs et ou de développement de la maladie d'Alzheimer. Par l'alimentation, la diète Mind est sûrement ce qui a été le mieux documenté. Puis regardez bien la diète Mind, c'est rien de très sorcier, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. 54 de réduction des risques. Les aliments protecteurs, les légumes à feuilles vertes, les autres légumes, les noix, les petits fruits, donc bleuets, myrtilles, fraises, les légumineuses, les grains entiers, le poisson, la volaille, l'huile d'olive et le vin. Le vin, toujours en modération, mais vraiment modération. Les aliments liés à un risque accru, on parle de la viande rouge, le beurre, margarine, fromage, pâtisserie et sucreries, aliments frits ou rapides. À quel point ça peut avoir un impact important? Regardez bien ça. Et là, juste pour vous dire, c'est en ligne avec les recommandations du nouveau guide alimentaire canadien. Donc, les personnes ayant une alimentation plus pro-inflammatoire ont 3 fois plus de chances, 300 plus de chances de développer les troubles neurocognitifs que ceux ayant une alimentation qui est plus anti-inflammatoire. Donc, une étude de 2021. C'est quoi une alimentation anti-inflammatoire? Plus de fruits, plus de légumes, plus de légumineuses, du thé ou du café. C'est les mêmes éléments que je vous ai montrés tout à l'heure, entre autres avec la diète Mind. Avec moins, ces gens-là ont moins de risques de développer des troubles neurocognitifs tels que la maladie d'Alzheimer plus tard dans leur vie. Maintenant, la vie sociale de qualité, je vous l'ai présenté comme étant un élément important aussi de la longévité des centenaires. Vous savez, en passant, la longévité en santé, les habitudes de vie reliées aux centenaires, la longévité en santé, c'est mon domaine d'expertise. Donc, la vie sociale de qualité, 10 228 participants durant 28 ans. L'augmentation, les contacts sociaux, en fait, les gens qui avaient des contacts sociaux les plus élevés à 60 ans avaient une forte réduction des risques de développement des troubles neurocognitifs plus tard dans leur vie. Les gens, entre autres, qui voyaient, si on y va de façon plus précise, des amis presque tous les jours à l'âge de 60 ans avaient une réduction de 12 des risques de troubles neurocognitifs. Je suis convaincu, honnêtement, que l'impact est beaucoup plus important que ça. Parce qu'on se rend compte que les gens qui ont parce qu'il y a beaucoup de facteurs concomitants qui vont baisser aussi avec la vie sociale de qualité. Quels sont-ils, pour être plus clair, là? Les gens qui ont une vie sociale de qualité, c'est des gens habituellement qui sont plus actifs. C'est des gens qui ont un meilleur contrôle du stress et de l'anxiété parce que ça aide énormément à réduire le stress et l'anxiété. Et c'est des gens qui vont avoir un meilleur sommeil,
Parce que la vie sociale de qualité est exigeante aussi pour le cerveau parce que ça a trait, entre autres, aux émotions et ça va amener justement un sommeil de plus grande qualité, en plus du fait de réduire justement l'anxiété. Donc, il y a beaucoup de facteurs concomitants à la qualité de la vie sociale qui doivent faire en sorte que probablement que l'impact est encore plus important que ce qui est identifié ici dans l'étude. La personnalité, qui est un élément très important même des centenaires, hein, on a démontré que tous les centenaires partagent le même type de personnalité. Bien, regardez bien, la personnalité est aussi reliée avec les risques de développer des troubles neurocognitifs de la maladie d'Alzheimer. Le neuroticisme, qui est une prédisposition aux émotions négatives. Les gens qui ont tendance à voir tout de façon négative, là, malheureusement, ça augmente les risques, en fait, de développer des troubles neurocognitifs en vieillissant. La tendance à être consciencieux, c'est-à-dire à être prudent, organisé, orienté vers un but et responsable, ça diminue en tant que tel les risques. Ce qui est fort intéressant dans l'étude que je vous montre aujourd'hui, c'est que c'est la première fois, à ce que moi je sache, qu'on avait une démonstration avec des gens qui étaient vivants. Donc, souvent, il y a eu des corrélations de ce type-là qui ont été faites par le passé, malheureusement avec des gens décédés, où on passait bien sûr par des questionnaires qui étaient remplis, mais ce n'était pas nécessairement une confirmation due à des lésions qui étaient observées au niveau du cerveau chez une personne qui est vivante. Tandis que là, c'est une personne qui est vivante. En fait, c'est des gens qui étaient vivants ici, qui avaient participé à cette étude-là. L'impact maintenant du sommeil et du stress, j'en ai parlé tout à l'heure. Une étude récente, le risque de troubles neurocognitifs est plus élevé de 20 à 40 chez les personnes dormant 6 heures ou moins par nuit à l'âge de 50 ans ou de 60 ans, comparativement à celles dormant au moins 7 heures. Et la persistance, donc bien sûr, les gens qui ont des problèmes de sommeil, que ça perdure longtemps dans le temps, la problématique est encore pire, en fait, c'est encore plus grave. Ça amène une augmentation de 30 du risque de troubles neurocognitifs et c'est indépendant de tous les autres facteurs confondants, dont la sociodémographie, donc si les gens, entre autres, sont fortunés ou non, entre autres, là, ça peut être un élément, les facteurs comportementaux, cardio-métaboliques ou de santé mentale. Donc, si c'est indépendant de tout l'ensemble des autres affaires, c'est que c'est un élément qui est vraiment très, très significatif, la qualité du sommeil. Maintenant, dans les trucs pour prévenir, je vous ai dit que je vous parlerai du livre de Dr. Hakim, en fait, de préserver votre vitalité mentale. 7 suggestions pour vos réserves cognitives. Les jeux de mémoire, c'est pas mauvais, mais ça a des bienfaits limités. Parce que les jeux de mémoire, c'est pas quelque chose de très exigeant pour le cerveau. Si vous voulez garder toutes les fonctions cognitives le plus possible, ça prend des activités qui sont exigeantes. Qu'est-ce qui est exigeant pour le cerveau? Les activités qui demandent la coordination de plusieurs systèmes en même temps. Donc, entre autres, tous les sports de raquettes, parce que c'est l'œil, la main, en fait, hein, puis les déplacements qui sont tous à coordonner, c'est très exigeant. Les jeux vidéo, c'est exigeant. La danse, en fait, la danse sociale, tout type de danse va être exigeante aussi pour le cerveau. Les activités qui relèvent des émotions sont très exigeantes pour le cerveau, puis toutes les activités d'apprentissage en tant que telles. Stimuler le cerveau, donc lire, calculer et retenir des numéros. En fait, ça a l'air anodin, mais c'est important. Éviter les activités passives comme regarder la télévision, préserver des liens sociaux de qualité, rester actif dans la vie quotidienne, bouger, et ne vous laissez pas décourager par un trou de mémoire occasionnel. C'est fort intéressant, même ici, Dr. Hakim, en fait, nous en parle, comme je l'ai mentionné tout à l'heure au début. Pour ceux et celles qui aiment le thé, en fait, vous allez apprendre peut-être quelque chose ici. On sait déjà que le thé est fort intéressant en santé humaine pour une multitude de facettes, puis je vais y revenir même tout à l'heure, en fait, en vous parlant spécifiquement de certaines molécules. Donc, le thé va améliorer les fonctions cognitives dues à l'interconnexion, en fait, la communication entre les régions du cerveau. Boire du thé régulièrement réduirait le déclin cognitif relié à l'âge d'environ 50 %. C'est énorme en tant que tel l'impact. C'est dû justement à des meilleures interconnexions. Un autre élément qui devrait vous intéresser, la choline, en fait. Puis pourquoi j'ai mis les œufs? C'est parce que probablement qu'une des meilleures sources de choline alimentaire, c'est les œufs. Qu'est-ce que c'est que la choline? C'est une molécule qui sert à la production du neurotransmetteur qui est présent en plus grande quantité dans le cerveau, qui est aussi en cause dans la maladie d'Alzheimer, c'est l'acétylcholine en tant que telle, donc qui est fabriquée à partir de la choline. Les sources de choline alimentaire, c'est la viande, techniquement, en fait, des produits animaux. Donc, en vieillissant, beaucoup de gens vont manger moins de viande et peuvent risquer, en fait, finalement, d'être carencés en choline ou de ne pas avoir suffisamment de choline pour la production du neurotransmetteur. Donc, la choline va aussi bloquer la production des plaques bêta-amyloïdes, qui est caractéristique de la pathogénèse de la maladie. La choline va réduire l'activation de la microglie qui cause l'inflammation au niveau du cerveau. Pourquoi les œufs? Il y a deux autres éléments fort intéressants.
c'est que les œufs contiennent aussi de la lutéine et de la vitamine B12. Et les études récentes ont montré que souvent, on a boudé la consommation d'œufs dû à la présence du cholestérol. Il faut savoir que le cholestérol sanguin, là, on a 80 de notre cholestérol sanguin qui est produit par le foie, 20 qui est produit par l'alimentation. Donc, ce n'est pas nécessairement l'alimentation qui va avoir un effet très significatif sur votre cholestérol sanguin. Et même en maladie cardiovasculaire, c'est montré que les gens qui consomment des œufs ont moins de risques de mortalité cardiovasculaire que des gens qui n'en consomment pas en tout. Donc, en tant que tel, ce n'était pas significatif la présence du cholestérol dans les œufs pour nécessairement valoir la peine de ne pas vouloir en manger parce que les œufs sont très, très bénéfiques sur tout un paquet d'autres facteurs dont la présence de certaines vitamines comme la vitamine B12 et la lutéine. La lutéine est le pigment jaune des œufs qui est un élément protecteur au niveau de l'oxydation, autant des yeux que du cerveau. Donc, c'est une molécule très, très bénéfique pour la santé. Puis la vitamine B12, bien, on sait aussi que beaucoup de gens vieillissants qui sont carencés en B12. Ici, la référence que je vous présente parle de 20 On avait une étude ici québécoise qui parlait des environs de 30 de la population qui serait carencée, des gens vieillissants, en fait, de plus de 65 ans qui seraient carencés en B12. Donc, la vitamine D3, maintenant, une étude très récente, on parle de 2023, ça vient d'être publié cette année, 12 388 participants américains, des âges moyens de 71 ans, donc c'est des gens quand même assez âgés, avancés en âge. Les personnes qui prenaient de la vitamine D étaient 40 moins susceptibles de développer des troubles neurocognitifs que ceux qui n'en prenaient pas. En 10 ans, sur une période de 10 ans, 75 des sujets ayant développé des troubles neurocognitifs n'avaient pas pris de supplément de vitamine D. Donc, c'est bien sûr un élément d'observation. Ce n'est pas nécessairement de la cause à effet. Hein? Donc, c'est une corrélation tout simplement. Donc, il faut faire attention. Ça va prendre probablement plus d'études pour démontrer réellement la significativité de ça et voir qu'on est vraiment capable de baisser le risque relié à la consommation de vitamine D. Mais c'est quand même un élément très, très intéressant à prendre en considération. La dépression et la déficience cognitive légère était plus fréquente aussi chez les gens qui ne prenaient pas de vitamine D. Après l'ajustement pour l'âge, le sexe, l'éducation, la race, la cognition, la dépression, les statuts de la peau A4, l'exposition à la vitamine D était significativement associée à une incidence plus faible de troubles neurocognitifs. Donc, les gens qui prenaient de la vitamine D étaient beaucoup moins à risque, finalement, ce que vous voyez, en fait, qui est souligné par cette étude-là. De la même façon, les oméga-3 ont été reliés à la réduction des risques de maladies d'Alzheimer et de troubles neurocognitifs. Les oméga-3, pour ceux et celles qui ne vous y connaissez peut-être pas, c'est des bons gras polyinsaturés qui sont essentiels en tant que tels à la vie, qui composent les membranes de nos cellules et qui sont aussi responsables de la production des molécules anti-inflammatoires. Donc, ils ont plusieurs rôles dans l'organisme extrêmement importants. Les principales sources alimentaires sont les poissons gras, comme le saumon, la sardine, le maquereau, en tant que tel. Et c'est possible d'en consommer aussi via certaines graines comme la graine de lin, le chia ou encore les noix. Donc, le lien avec les troubles neurocognitifs, la maladie d'Alzheimer, une étude de 2022, ça a été publié l'automne dernier, les taux sanguins élevés d'ADH. Donc, les gens dans la population, là, disons qu'on coupe la population en 5 groupes, la portion, le 1/5 du groupe qui a les niveaux les plus élevés d'ADH, en fait, dans la population qui a été étudiée, avait une réduction des risques de 49 de développer de la maladie d'Alzheimer. Donc, l'augmentation ou la présence, en fait, d'un niveau plus élevé d'ADH pourrait permettre de gagner 4,7 années de vie supplémentaire sans maladie d'Alzheimer chez ceux et celles qui vont quand même développer la maladie. Donc, c'est quand même intéressant, en fait, comme élément. Et donc, ça nous porte à croire en tant que tel que l'augmentation de la consommation d'ADH, encore là, c'est une corrélation, il faut faire attention. On ne sait pas la quantité qu'il faudrait consommer. Mais une chose est sûre, c'est qu'il existe des gens dans la population qui ont des taux d'ADH plus élevés, ça réduit le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Le resveratrol, maintenant, c'est une molécule qu'on retrouve, entre autres, dans le vin rouge, le chocolat noir, les arachides. C'est une molécule qui est connue depuis très longtemps pour un effet protecteur provenant de plusieurs mécanismes d'action. Ça avait été souligné justement aussi par Jules Poirier et Dr Gauthier, dans le livre La maladie d'Alzheimer, donc des auteurs québécois, en fait, que vous connaissez probablement. Si on va dans les polyphénols en tant que tel, le deuxième groupe peut-être le mieux documenté, c'est les flavanols. Donc, c'est un autre type de polyphénol. Donc, le resveratrol est un type de polyphénol, c'est un stilbène, un ptérostilbène, tandis que les flavanols, c'est un autre groupe en tant que tel de polyphénol qui est étudié depuis longtemps pour son lien avec la réduction des risques de troubles neurodégénératifs, neurocognitifs ou de maladie d'Alzheimer.
Donc, une première étude de 2020, 912 personnes, donc c'est un petit groupe relativement âgé, une moyenne de 81,2 ans, suivi pendant 12 ans. 220 ont développé la maladie d'Alzheimer durant la période, parmi les 20 qui consommaient le plus donc, de flavanol. Donc, de la même façon que je vous ai présenté l'étude de tout à l'heure, on coupe la population en 5 groupes. Le groupe qui en consomme le plus de flavanol avait une réduction de 48 des risques de développer la maladie d'Alzheimer, 76 pour les hommes. Pourquoi le risque était plus réduit pour les hommes que pour les femmes? On n'en a aucune idée en passant. C'est possiblement dû à des éléments hormonaux, j'imagine, entre autres, là, je ne sais pas. Ceci étant dit, ça, c'était comparé au groupe ayant le plus faible niveau. Donc, dans le cas des oméga-3, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'était la même chose. C'est le groupe le plus élevé, le 1/5 le plus élevé comparativement au 1/5 le plus faible. Dans quoi on trouve ça des flavanols? Bien, regardez l'image d'à côté, là. Dans les oignons, le chou frisé, la laitue, les tomates, les pommes, les fraises, les raisins, les petits fruits, ainsi que dans le thé et le vin. Il y en a dans énormément de choses. En fait, surtout dans la saine alimentation, finalement, vous allez consommer plus de flavanol. Le même auteur a publié 2 années plus tard, en 2022, donc l'année dernière, l'effet de 5 grammes versus 5 milligrammes, excusez-moi, milligrammes, hein, ce n'est pas des grammes, des milligrammes, versus 15 milligrammes par jour, on a une diminution de 32 du taux de déclin cognitif. Et là, vous êtes probablement en train de vous dire, wow, OK, c'est intéressant, ça correspond à quoi en tant que tel? Mais regardez bien, ça correspond à quoi? On va prendre juste un des éléments ou un des aliments qui contient des flavanols. On va prendre le thé, parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué déjà que le thé était bon pour la santé. Le thé contient beaucoup de molécules bénéfiques pour la santé. Donc, vous en avez différents types ici, là, 4 différents types, des différents types de thé, 5. Je vais donc vous épargner les autres, les bénéfices des autres groupes de molécules. Si on se concentre sur les flavanols, maintenant que vous regardez le thé noir, OK, qui est donc infusé, là, soit le thé noir régulier, le thé noir décaféiné, ou encore le thé vert régulier ou décaféiné, par 100 millilitres, vous avez, aux environs de 5 mg par 100 millilitres. Donc, si vous prenez une tasse de thé normale, là, qui est souvent, dans notre cas, doit être quelque chose comme 250-300 millilitres, vous avez pratiquement déjà votre 15 mg de flavanol par votre thé. Moi, honnêtement, là, c'est courant qu'il y a des journées que je vais prendre au moins 3 tasses de thé. Là, je dois être plus dans les environs de 750-800 millilitres, là, sinon, peut-être même 1 litre en tant que tel de thé. Donc, ma dose de flavanol, à moi, pour réduire les risques, je la prends en consommant du thé. C'est facilement atteignable. Donc, vous comprenez à quoi je voulais en venir. Et ça, c'est sans considérer le fait que vous pouvez manger des flavanols, en fait, dans la saine alimentation qui est beaucoup plus riche en petits fruits et en légumes. Maintenant, la santé bucco-dentaire, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un des facteurs de risque aussi importants. La plaque dentaire crée de l'inflammation qui se répand dans tout le corps humain. Cette inflammation-là va créer des problèmes métaboliques, de l'hypertension et de l'athérosclérose, donc le durcissement des artères. Tout à l'heure, je vous ai dit que le durcissement des artères, malheureusement, va augmenter les risques de faire éclater des vaisseaux sanguins qui, eux, pourraient créer des noyaux de développement de dégénérescence nerveuse. Donc, ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires et ça va augmenter les risques de maladies d'Alzheimer. Il y a même tout récemment des chercheurs qui ont émis l'hypothèse que la bactérie impliquée dans le développement de la plaque pourrait peut-être, dans certains cas d'Alzheimer, être carrément reliée au développement de la maladie parce qu'il aurait trouvé des morceaux, des fragments de la maladie, de la bactérie au niveau du cerveau de gens atteints, en fait, par la maladie. Donc, c'est une hypothèse, ça reste encore à démontrer, mais c'est quand même intéressant de savoir que même la santé bucco-dentaire peut avoir un impact et que l'inflammation dans tout le corps humain peut avoir un impact aussi à l'augmentation des risques. Dans les trucs pour prévenir, la température est un élément qui avait été relevé depuis depuis longtemps en tant que tel, dû à l'impact de la fréquence des spas finlandais. Donc, les spas dans lesquels il fait très chaud, en trucs dans lesquels on va augmenter graduellement la température du corps humain, qui vont nous faire suer littéralement, va réduire justement les risques de développer de la dégénérescence nerveuse et de la maladie d'Alzheimer. L'année dernière, ça fait 2 ans, il y a une étude qui a été publiée sur des mécanismes d'action qui pourraient expliquer l'effet des températures chaudes dû justement à une réduction de la phosphorylation des protéines tau. Donc, sans trop vous expliquer ce que c'est que la phosphorylation, là, mais c'est un processus chimique, en fait, qui se passe, qui va modifier en tant que tel les protéines, qui pourrait les amener à créer plus facilement des agrégats et à déstabiliser en tant que tel leur rôle de structure au niveau des neurones et qui pourrait entraîner justement
une augmentation des risques. Et l'auteur émet même l'hypothèse que le ralentissement du métabolisme relié au vieillissement, qui en passant peut en partie être contré, hein, parce que plus vous restez actif, plus le métabolisme va rester élevé, même si vous êtes en train de vieillir en tant que tel. Hein. Donc, plus vous êtes actif, plus vous allez être capable de maintenir une température corporelle plus élevée, qui est température normale, versus en fait des gens qui sont très peu actifs, la température corporelle va baisser plus rapidement, puis pourrait favoriser l'altération des protéines tau. Donc, c'est une hypothèse intéressante. Des travaux qui ont été menés à l'Université Laval, je le répète. Maintenant, les médicaments, je vous ai parlé tout à l'heure des somnifères. Tous les somnifères du groupe des benzodiazépines augmentent les risques en tant que tels, c'est bien documenté. Dans les autres médicaments, on a les anticholinergiques sévères aussi qui vont augmenter les risques. Regardez l'étude ici, c'est une étude gigantesque. 58 769 personnes qui ont reçu un diagnostic de troubles neurocognitifs, 225 574 personnes qui n'en avaient pas reçu. Donc, on parle d'une étude qui regroupait environ 280 000 personnes. Donc, l'augmentation des troubles neurocognitifs de près de 50 si ces gens-là avaient pris quotidiennement des médicaments fortement anticholinergiques pendant 3 ans ou plus. Donc, le 3 ans ou plus, c'est important. Le fait d'en prendre quotidiennement tout le temps est important aussi. Le problème, c'est qu'on a de ces médicaments-là qui sont des médicaments qui sont pris de façon journalière sur des grandes périodes de temps. Et même l'étude estimait là, que 10 des cas diagnostiqués des troubles neurocognitifs en vieillissant seraient reliés à de la prise de médicaments. Qu'est-ce que c'est que les médicaments anticholinergiques sévères? Et là, je vous avertis, arrêtez pas la prise d'un médicament si vous voyez que vous avez un de vos médicaments que vous prenez qui est dans cette liste-là. La liste ici, en fait, est une liste de noms européens qui sont soulignés par l'étude. Il y a certains des médicaments là-dedans qui ont les mêmes noms en Amérique du Nord, il y en a qui ne les ont pas. Moi, ce que je vous dirais que si la question vous intéresse, vous prenez un certain nombre de médicaments, demandez tout simplement à votre pharmacien ou votre médecin si les médicaments que vous prenez, c'est des médicaments anticholinergiques sévères. C'est très, très bien connu de votre médecin ou votre pharmacien. Et souvent, il y a des alternatives à ces médicaments-là. Sachez que dans ça, vous avez aussi des médicaments qui sont en vente libre dans les pharmacies, dont entre autres des médicaments qui sont utilisés pour les allergies, qui sont en vente libre, entre autres en pharmacie, là. Qui pourrait augmenter, donc, s'il était pris tout le temps, tous les jours, pendant une période de 3 ans ou plus, pour augmenter les risques de démence ou de développer de la maladie d'Alzheimer. Avant de passer à la conclusion, puis de me permettre de répondre à vos questions, un dernier élément de réflexion qui avait beaucoup attiré mon attention sur l'impact qu'on pourrait avoir. Donc, ce que j'ai fait ce soir, je vous ai présenté des corrélations sur des facteurs qui réduisent les risques. Donc, on a une documentation d'un lien entre une réduction de risque et un élément. Souvent, on ne sait pas la quantité qu'il faudrait prendre, la période de temps qu'il faudrait en consommer pour avoir bénéficié en tant que tel de l'effet préventif, mais on sait qu'il y a un effet préventif d'un point de vue scientifique. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est si on fait tout ça, si on mettait tous ces facteurs-là ensemble, à quel point on serait capable de réduire les risques de maladie d'Alzheimer. Mais regardez bien, en fait, c'est une évaluation qui est très imprécise pour une raison. Je vous l'ai dit quand même, là, le Japon, avant 1950 et aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, on a 7 fois plus de cas de maladie d'Alzheimer qu'on avait avant 1950. Hein? Et pourtant, les Japonais n'ont pas changé de génétique. Ce qui a changé, c'est qu'ils sont en train de s'américaniser. Hein? Et malheureusement, ils ont perdu leurs habitudes de vie ancestrales qui avaient un très grand effet préventif au niveau du développement de la maladie d'Alzheimer. Si on renverse la statistique, là, ça veut dire quoi 7 fois plus de cas d'Alzheimer aujourd'hui qu'avant 1950? Ça veut dire techniquement qu'on serait capable de prévenir 85 des cas. La raison pour laquelle l'évaluation est très imprécise, c'est qu'on diagnostique plus de cas d'Alzheimer aujourd'hui qu'on en diagnostiquait avant 1950. Mais une chose est sûre, le chiffre, c'est peut-être pas 85, mais c'est peut-être 75, par exemple. Peut-être 70, peut-être 75. Là. Scientifiquement parlant, je sais, en tout cas, une chose est sûre, vous éplaisantez plein d'éléments qui démontraient des réductions de facteurs de risque de l'ordre de 50 en fait, ce soir. Si on les additionne, fort probablement qu'on va être capable d'augmenter la protection, la réduction des risques à quelque chose comme 70-75 de réduction des risques. Donc, en conclusion, les risques de maladie d'Alzheimer sont influencés par nos habitudes de vie. L'inflammation, la résistance à l'insuline, ils sont fortement associés. C'est deux facteurs extrêmement importants à faire attention. C'est possible de réduire les risques et puis les mêmes facteurs qui réduisent les risques devraient normalement réduire la vitesse de progression aussi des gens qui sont atteints. Donc, il y a des choses à faire pour essayer de réduire aussi même les vitesses de progression. Toutes les habitudes de vie ont un impact.
Les premiers symptômes peuvent être renversés selon les 2 livres que je vous ai montrés au début. C'est encourageant de voir qu'il y a des gens qui récupèrent certaines capacités en modifiant leurs habitudes de vie suite à un diagnostic. Donc, si la question vous intéresse, je vous invite à regarder les livres, entre autres, de Dr. Bredesen ou encore du médecin allemand que je vous ai montré au début. Donc, c'est réellement très encourageant. Et il faut faire attention, bien sûr, à certains types de médicaments, spécifiquement les somnifères chimiques et les médicaments anticholinergiques sévères. Donc, pour fin tout simplement d'enregistrement, avant de répondre à vos questions, je vais juste laisser quelques secondes à l'écran mes diapositives de référence. Donc, ce ne sera pas très long. Les références scientifiques qui ont servi à la conférence d'aujourd'hui. Voici. Et j'arrête mon partage d'écran, en fait, pour me permettre de répondre à vos questions. Et Amélie va bien sûr m'aider dans la démarche. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Éric, pour l'excellente présentation. J'en profite pour vous rappeler que la Société Alzheimer de Montréal, qui est en collaboration avec Éric Simard ce soir pour cette présentation, encourage la sensibilisation face aux facteurs de risque ainsi qu'aux facteurs de protection et à la prévention des troubles neurocognitifs afin de ralentir ou de reporter l'apparition des symptômes. Donc, sur ce, pardon, on a eu quelques questions, effectivement, très intéressantes. Je vais tenter de bien d'être votre voix, finalement. Donc, on nous demande, entre autres, qui fait passer les tests pour déterminer si la personne est bien affectée par la maladie d'Alzheimer et à quel type de test peut-on s'attendre? Ah, malheureusement, ça, je ne peux pas nécessairement vous répondre de savoir où on peut passer l'ensemble des tests génétiques. Parce que je sais que pour la POA4, en fait, c'est faisable. Il y a des gens qui savent qu'ils sont porteurs ou non, en fait, de la POA4. Parlez-en avec votre médecin. Je ne sais pas qu'est-ce qui est offert en tant que tel au Québec. Je sais que la POA4, ça, c'est clairement offert. Les autres facteurs de risque, en fait, liés aux gènes qui soit sont causaux dans la maladie d'Alzheimer, donc peuvent causer la maladie, ou encore pourraient être responsables de l'augmentation des risques, à part la POA4, je ne sais pas à quel point on peut les faire tester au Québec. Malheureusement, ça, je ne peux pas vous dire. Donc, peut-être démarrer avec une recommandation du médecin de famille lorsque c'est possible. Oui, tout à fait. En discuter avec votre médecin de famille, mais comme je vous ai dit tantôt, moi, je ne vous encourage pas à faire ça. Parce que techniquement, je pense que si vous allez chercher là une information qui pourrait vous motiver, parce que si elle n'est pas pour vous motiver, elle ne sert à rien. Si elle est pour vous motiver, bien, considérez que vous les avez, facteurs de risque, puis changez vos habitudes de vie. Attendez pas qu'il soit trop tard. Maintenant, on nous demande qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que les femmes développent plus la maladie que les hommes? Ah ouais, c'est excellent, en fait. Hein, c'est que j'en ai pas parlé tout à l'heure. J'ai parlé de la question hormonale, là, mais avec l'apparition de la ménopause, qu'est-ce qui apparaît en tant que tel avec la ménopause chez la femme? Généralement, souvent, entre autres, malheureusement, des bouffées de chaleur. Qu'est-ce que c'est que des bouffées de chaleur? C'est une réaction d'extension des vaisseaux sanguins. Qui est un problème relié donc au fonctionnement en tant que tel des vaisseaux sanguins qui vont avoir tendance à se distendre trop facilement, ce qui fait que tous les paramètres qui risquent de faciliter la distension des vaisseaux sanguins, comme la prise d'alcool, vont augmenter aussi les bouffées de chaleur. Bien, s'il y a un lien avec le fonctionnement des vaisseaux sanguins, puis que les vaisseaux sanguins sont au premier plan de l'augmentation du développement des risques de maladies, de troubles neurocognitifs, c'est fort probable que c'est l'augmentation des risques de maladies cardiovasculaires chez la femme en lien avec la ménopause qui expliquerait aussi l'augmentation de l'incidence. D'un autre côté, si c'était ça, c'est encourageant. Parce qu'on sait aussi que même les femmes, regardez bien, on va vous donner une statistique, là, on a une augmentation de 30 des risques chez la femme de crise cardiaque chez celle dont il apparaît des bouffées de chaleur avant l'âge de 45 ans. Puis je pense que c'est quelque chose comme 25 d'augmentation des risques d'AVC. Donc, on a une démonstration là, en fait, hein, que l'augmentation des risques de maladies cardiovasculaires reliées au phénomène, justement, est présent. La Société américaine de cardiologie a souligné déjà qu'on est capable de ramener ce risque-là à la normale chez les femmes qui ont beaucoup de bouffées de chaleur avant l'âge de 45 ans, chez lesquelles les symptômes apparaissent le plus tôt. C'est elles qui ont l'augmentation des risques le plus important. 3 fois par semaine d'activité physique intense d'une demi-heure ramènerait les risques à la normale. Donc, ça veut dire aussi, mesdames, en fait, que le fait d'être actif, toute celle parmi vous qui est active physiquement,
vous ramenez possiblement votre risque à la normale, en fait, au même niveau d'un homme aussi qui serait aussi, bien sûr, actif. On ne peut pas se comparer à un homme complètement sédentaire, mais c'est fort probable que ça soit dû, en fait, aux variations hormonales. Intéressant, merci beaucoup. On nous demande si les antidépresseurs pourraient être un facteur de risque pour déclencher la maladie d'Alzheimer. Ben, pas les antidépresseurs, mais la dépression, oui. Donc, ça dépend pourquoi les antidépresseurs sont utilisés. Là. On a beaucoup d'usages des antidépresseurs qui sont reliés à toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement de la dépression. Mais la dépression, oui, est reliée à l'augmentation des risques. Puis ça, honnêtement, c'est pas clair. D'un point de vue biologique, non, c'est pas clair pourquoi que la dépression est reliée. Chose est sûre, sachez encore là hein, qu'il y a une étude, j'ai vu passer une étude aujourd'hui qui disait que l'activité physique est 1,5 fois plus efficace que les antidépresseurs, même dans des cas de dépression, pour régler le problème. Puis en même temps, ça réduit les risques d'Alzheimer. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre des antidépresseurs. Ça veut dire qu'on devrait les prendre le moins longtemps possible en tant que tel, mais de faire de l'activité physique aussi pour se rétablir le plus rapidement possible et garder justement une bonne santé. Donc, la combinaison. Oui, tout à fait. Éventuellement. Okay. On ne devrait jamais penser que quelque chose exclut autre chose. Une mauvaise façon de réfléchir. On nous demande également quelle quantité d'oméga 3 serait recommandée pour devenir un facteur de protection, peut-être, là. Ah ouais, ben écoute, moi, j'en parle d'une autre conférence parce que là, pour la maladie d'Alzheimer, exactement, on ne le sait pas. Hein. Ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est une corrélation, mais qui n'est pas reliée à la quantité qui est consommée. Ça fait qu'on ne sait pas la quantité qui est à consommer. Mais regardez bien, je vais répondre à l'envers, vous allez comprendre une affaire. Pour réduire les risques de dépression, la prise d'oméga 3, ça prend entre 2 et 4 grammes, donc entre 2000 et 4000 mg par jour d'oméga 3 pour réduire les risques de dépression ou réduire encore des facettes comme les triglycérides sanguins ou la pression artérielle, qui sont des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire. Tout à l'heure, je vous ai dit que tous les facteurs de risque de maladie cardiovasculaire sont tous associés à l'augmentation des risques de développer des troubles neurocognitifs. Donc, si la prise d'oméga 3 reliée à ces facteurs-là est d'environ de 2000 à 4000 mg par jour, ça vous donne une bonne indication que fort probablement que pour réduire les risques de démence et d'Alzheimer ou de troubles neurocognitifs, ça prendrait des niveaux de 2000 à 4000 mg par jour. Ça prend des niveaux d'oméga 3 qui sont quand même assez élevés. Parfait. Excellent. Merci. On nous parle des gens qui vivent avec un TDAH. Est-ce qu'ils seraient plus à risque que des personnes qui n'auraient pas ce type de diagnostic à développer un trouble neurocognitif? Sais-tu que j'ai rien vu en lien avec ça nécessairement? Surtout qu'en plus, le TDAH, il faut faire très attention. Là, on a énormément plus de diagnostics au Québec que dans d'autres régions du monde, ce qui nous porte à croire qu'au Québec, on a beaucoup de diagnostics erronés dans le cas du TDAH, qui n'est pas nécessairement du TDAH, où je ne verrais pas de raison pour lesquelles, pas à ce que je sache, en fait, que ça pourrait augmenter les risques d'une quelconque façon. Parfait. Merci. Il y a plusieurs questions qui sont en lien avec un autre webinaire que vous avez donné récemment qui concerne le sommeil. Une personne qui participe au webinaire de ce soir nous demande, vous avez parlé d'un somnifère qui était moins nocif pour le sommeil paradoxal qui sollicite la mémoire. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, c'est un pharmacien, en fait, qui a donné une conférence avec moi il n'y a pas longtemps, qui a parlé de nouveaux médicaments qui, effectivement, seraient moins... mais intéressant qu'on en parle, c'est que ça vient... c'est des inhibiteurs de... c'est un antagonisme, en fait, du... écrivez-moi. Ça va être plus facile. Parce que par cœur, non, je ne me rappelle pas du nom de la molécule. Puis même si je vous dis que c'est un antagoniste de quoi, ça ne vous aidera pas. Mais une chose est sûre, c'est que je viens juste de voir passer cette semaine, puis là, on est juste mardi. Forcément, c'est hier. Un papier dans un nouvel article, en fait, scientifique, dans lequel on a des chercheurs qui levaient un doute, en fait, sur l'absence de risque relié à l'usage de cette molécule-là en particulier. Honnêtement, si vous voulez mon opinion, là, ça a l'air très beau, c'est toujours présenté comme ça. À toutes les fois qu'on nous a présenté une nouvelle molécule, comme par exemple quand on nous a présenté le Zopiclone, je me rappelle, là, il y a déjà, bon, ça doit faire un peu plus que 20 ans déjà maintenant, je pense. On nous disait que le Zopiclone, ça ne serait pas une benzo, c'est une benzo-like. En fait, ça n'aurait pas les effets des benzos, on ne développerait pas de dépendance ou d'accoutumance. Ben bingo, on en développe pareil.
Fait qu'on se rend compte 20 ans après qu'il y a du monde qui ne sont plus capables de l'arrêter en tant que tel, le zopicon, mais on se rend compte que oui, il y a peut-être moins d'effets secondaires et de problèmes que les autres molécules en avaient, mais anyway, il y en a pareil. Fait que moi, je vous dirais, cette molécule-là qu'on trouve aujourd'hui semble être, donc, à première vue, très intéressante. Ces informations-là nous sont données par l'industrie pharmaceutique. Fait qu'attendez quelques années, là, ça se peut que d'ici une dizaine d'années, on se rende compte que la molécule en question, à cause d'autres types de problèmes, en fait, qu'on n'avait pas vu venir. Il faut faire attention. Toutes les molécules qui ont un très gros impact au niveau du cerveau, c'est toujours un risque. On joue avec le feu. C'est toujours mieux, tant qu'à moi, d'essayer de favoriser un sommeil de plus grande qualité, naturel, quitte justement à utiliser des molécules beaucoup plus naturelles aussi pour essayer de vous aider avec votre sommeil. Intéressant, merci. Pour ceux qui souhaitent écrire à Éric, je vous ai mis, j'en ai profité pour indiquer votre site web dans le chat, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son site pour pouvoir communiquer avec lui. On nous demande également que disent les études, si elles ont été réalisées, sur la transférabilité de ces divers facteurs de protection potentiels pour des personnes qui auraient reçu un diagnostic d'Alzheimer et qui auraient peu de symptômes pour l'instant. Est-il possible de croire que ces facteurs de prévention puissent être également efficaces pour ralentir la progression de la maladie? Ah oui, bien écoute, en fait, le médecin, tout à l'heure, je vous ai présenté 2 livres au début, là, en fait, dont un, le titre, en fait, le livre vert, c'est Guérir Alzheimer. En fait, je pense que il n'est pas dans mon bureau, il est ailleurs quelque part dans la maison. Moi, je l'ai prêté à un ami. Mais en fait, Michael Nelf, l'Allemand, que je vous ai présenté aussi, l'article scientifique, lui, il émet l'hypothèse qu'on serait probablement capable de ralentir tellement l'évolution de la maladie en mettant toutes les chances de notre côté. Si on met en application tous les facteurs de réduction de risque, lui, il pense qu'on va être capable de tellement ralentir la maladie si on la détecte très tôt, comme dans le cas que tu viens de mentionner, que les gens, ils vont probablement finir par mourir d'autre chose. Puis on a des cas au Québec. Regarde, au Congrès, avec moi, j'avais une dame qui a présenté le cas de sa mère, là, Cynthia Gariepi, qui a présenté le cas de sa mère au Congrès de la famille Barclay, c'est ça? Que vous organisez toutes les années. Oui, le colloque annuel, oui. Sa mère, à elle, a vécu pendant 14 ans avec la maladie d'Alzheimer, puis elle n'est pas morte de la maladie d'Alzheimer. Elle est morte de la COVID, d'un CHSLD, malheureusement. Mais 14 ans, c'est énorme. C'est On a beaucoup, beaucoup de gens. effectivement, oui. Oui. Fait que elle a tout fait. Ils ont tout mis, toutes les facettes, en fait, de leur côté, en fait, pour essayer justement de ralentir le plus possible l'évolution de la maladie. Ça fait que ça donne quand même une idée. Oui, il y a de l'espoir, surtout dans les cas qui sont identifiés vraiment très tôt. Moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir de réussir à ralentir énormément la maladie. Intéressant, merci. Peut-être une dernière question qui concerne le jeûne. Vous parliez du fait que lorsqu'il y a des jeûnes intermittents, le cerveau va plutôt, ou en fait, le corps va plutôt puiser dans les cétones et apporte donc cette protéine, peut-être que je me trompe dans les termes, apporte cet élément au cerveau. Donc, on nous demande, est-ce que le jeûne prolongé, entre parenthèses, 1 semaine, peut aider le cerveau à se débarrasser des déchets de cellules cérébrales en augmentant les cétones? C'est pas en augmentant les cétones que le cerveau fait ça, en fait. Là. Ici, il y a plusieurs éléments dans ta question. Un, en fait, personnellement, je ne pense pas que plus d'une semaine soit nécessaire pour arriver à ce résultat-là en passant. D'après moi, on est plus dans les environs de 3 jours, 3 à 4 jours, en fait, déjà, où on va avoir. C'est qu'il y a un phénomène qui se passe dans le corps humain où quand on arrête d'avoir un apport, un élément nutritif, le corps humain va se mettre en mode recyclage, va essayer de récupérer tout ce qu'il est capable de récupérer pour justement maintenir tout fonctionnel le plus longtemps possible. Et il va stimuler les mécanismes qu'on appelle d'autophagie. Les mécanismes d'autophagie sont inductibles graduellement. Et on va donc graduellement, plus le jeûne est long, plus l'autophagie va être poussée, plus on va récupérer le plus possible de tout ce qui traîne dans les cellules qui pourrait nuire au fonctionnement, y compris des molécules au niveau du cerveau. Donc, le jeûne intermittent a beaucoup de bénéfices au niveau du cerveau pour plusieurs raisons. Il y a la raison de l'autophagie. Il y a aussi la raison de l'augmentation de la production d'une molécule qui stimule le développement ou la neuroplasticité qu'on appelle le BDNF, en fait, Brain Neurotrophic Development Factor.
Je vais peut-être mélanger les lettres, mais en tout cas. Donc, le jeûne va avoir plusieurs aspects bénéfiques au niveau du cerveau. La production des cétones, ça peut être un élément bénéfique pour les gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Pour ceux qui ne sont pas atteints de la maladie d'Alzheimer, ça ne veut pas dire que ça va amener un effet protecteur. Mais quand même, le jeûne, même ceux qui ne sont pas atteints, va avoir un effet protecteur dû aux autres mécanismes. Et là-dessus, le plus intéressant, je vous dirais, à savoir, c'est qu'en 2019, on a un papier qui a été produit dans le New England Journal of Medicine, qui est la référence, en fait, pour les médecins traitants au niveau de la médecine, une des références importantes en sciences, en fait, une revue scientifique de très, très haut calibre, où l'auteur principal, M. Mattson, en tant que tel, est un neurologue, est un chercheur au niveau du cerveau, du fonctionnement du cerveau, qui se penche particulièrement sur les bénéfices du jeûne. C'est lui qui a écrit l'article sur l'ensemble des bénéfices santé dans le corps humain pour le New England Journal. Pour vous donner une idée à quel point ça a des impacts au niveau du cerveau, en fait, c'est une sommité internationale qui étudie uniquement cette question-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. Parfait. Mais merci beaucoup. On nous demande aussi peut-être de renommer les livres dont vous avez parlé en début de conférence, je crois, dans le premier tiers de votre conférence, si c'était possible de les renommer. Il y a plusieurs personnes qui nous demandent quels étaient les titres et les noms des auteurs. Là, je me souviens très bien que vous avez nommé Bredesen. Mais donc, c'était des livres de référence. Puis, peut-être qu'on peut aussi vous proposer de revoir là, les références justement qui sont à la fin de votre présentation et qui nommaient l'ensemble de vos sources. Moi, ou si tu veux, je peux te l'afficher à l'écran tout simplement. Garde bien ça. Certainement. Celle-là, garde bien. Je peux te l'afficher à l'écran. C'est parce que le livre de Dr. Hakim aussi, je ne sais pas par cœur. Donc, Bredesen, c'est la fin d'Alzheimer. Ça, je le sais. Attends, je vais vous partager mon écran pour vous montrer. On va vous les faire apparaître. Là. On va grossir, tiens. Oups. Je l'ai perdu. Bah. Donc, le livre de Dr. Hakim, en fait, qui est le neurologue d'Ottawa, c'est Préserver votre vitalité mentale. Vous allez le trouver facilement en librairie. S'ils l'ont pas en tablette, demandez-le. Ça fait quand même, je pense qu'il est sorti en 2016 ou en 2017. Une stratégie sur la démence pour le Canada, c'est gratuit. Vous allez le trouver sur Internet. C'est pas un livre, c'est un document de 60-80 pages. C'est quand même assez... les deux livres qui parlent le plus de la réduction des risques, en fait, la réduction aussi de la vitesse de développement de la maladie, c'est deux médecins. Donc, il y en a un allemand, puis Dr. Michael Nerv, dans Guérir Alzheimer, il cite entre autres même des résultats de Dale Bredesen, qui est le docteur américain qui a entre autres participé à votre congrès aussi cette année, La fin d'Alzheimer, le programme. Et il a sorti un deuxième livre aussi dernièrement, là, que je n'ai pas la couverture avec moi. Donc, j'imagine que merci beaucoup. Donc, écoutez, il est déjà 20h26. C'est pas mal le temps qu'on avait là, ce soir avec vous pour l'ensemble de la présentation. Je vois qu'il y a encore quelques questions qui entrent, mais je vous invite peut-être donc à visiter le site d'Éric Simard, que je vous ai mis un petit peu plus haut. Vous pourrez lui écrire. J'imagine que ça va vous faire plaisir de prendre le temps de répondre à ces personnes-là. Oui, tout à fait. C'est toujours un grand plaisir de vous répondre. Fait que sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Retenez bien sûr qu'on peut toujours faire des efforts sur la prévention, même si on est porteur d'un grand nombre de facteurs de risque. Il y a toujours moyen, en fait, même de réduire soit la vitesse de développement ou réduire en tant que tel nos risques de développer la maladie. Restez positif, c'est extrêmement important. Oui, puis un dernier mot de la part de la Société Alzheimer de Montréal, si ça vous intéresse, venez marcher avec nous le 28 mai prochain. Ça vous fera un bel exercice physique et social et ça nous permet en fait d'amasser des dons aussi pour la cause. Donc, visitez notre site alzheimermontréal.ca. Merci beaucoup. Bonne fête de soirée tout le monde. Merci Amélie. Bonne fête de soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde.